Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre émission européenne réalisée avec le soutien de l'Europe Direct de Strasbourg. Le 6 février dernier, le Parlement européen et les États membres se sont mis d'accord sur une directive européenne concernant la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Mais plusieurs pays, dont la France, ont refusé une définition commune du viol, une décision qui a été fortement commentée et critiquée, notamment sur les réseaux sociaux. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous sommes ravis de recevoir la députée européenne Gwendoline Delbos-Corfield, avec qui nous vous proposons de revenir plus en détail sur ce texte. Bonjour Madame Delbos-Corfield. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos auditeurs que vous siégez ici au Parlement européen au sein du groupe des Verts, Alliance libre européenne, que vous êtes membre de la Commission des affaires constitutionnelles et de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres, ce qui nous permettra donc de faire le point sur l'action du Parlement dans la lutte pour le droit des femmes et pour accroître l'égalité entre les genres. Mais nous profiterons également de vous avoir avec nous pour revenir sur un sujet dont je dirais par la force des choses, vous êtes devenu une spécialiste, la Hongrie de Viktor Orban, mais aussi les questions de respect de l'état de droit, que ce soit pour les pays de l'Union européenne eux-mêmes, mais pour des pays candidats comme par exemple la Serbie. Alors après avoir adhéré et ratifié à la Convention d'Istanbul, pourquoi l'Union européenne, Madame Corfield, devrait-elle légiférer sur les violences faites aux femmes ? C'est un autre niveau de juridiction et de compétences. La Convention d'Istanbul, c'est un texte qui ne concerne pas simplement l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe, c'est beaucoup de pays. C'est une convention très exhaustive qui réfléchit à toutes les questions d'égalité de genre, de droits des femmes, etc. et qui permet de tout balayer, mais qui a assez peu finalement d'obligations claires juridiques. C'est des prescriptions, c'est de la préconisation, etc. L'idée là d'avoir une directive, c'est une directive qui concerne l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, et qui va immédiatement se transcrire dans le droit de ces pays nationaux, dans le droit national de ces pays, et qui va se transcrire aussi dans les règles européennes. Donc c'est un niveau supérieur de renforcement des règles, et c'est plus restreint en revanche, parce que c'est vraiment la question des violences sur le genre, basées sur le genre. Donc, il y avait l'utilité, notamment, de penser une définition commune sur un certain nombre de ces violences, parce que c'est une des grandes lacunes. Nous avons des différences entre nos États. Ce n'est pas que la question des violences sur le genre. On a un vol de voiture en Pologne. C'est des choses qu'on apprend quand on arrive au Parlement européen et qu'on travaille sur les questions de coopération judiciaire. Un vol de voiture en Pologne est bien plus sanctionné qu'il va l'être en France. Voilà, on a des différences assez importantes dans nos droits et nos règles judiciaires. Et l'intérêt d'avoir dans toute l'Union européenne exactement les mêmes définitions et les mêmes sanctions et les mêmes règles permettait de faire de ce sujet-là un sujet extrêmement symbolique, de vraiment s'attaquer à la question des violences faites aux femmes et en plus d'être beaucoup plus efficace, évidemment, puisque c'est un sujet qui dépasse nos frontières. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui vient d'un autre pays et du coup, il repartira dans son pays et il sera soumis aux mêmes règles. Alors, quel est concrètement l'objet du texte ? Qu'est-ce qui a été décidé dans ce texte et quelles sont pour vous les avancées principales ? Alors, les avancées, elles sont peu nombreuses à mon sens, malheureusement. L'idée, c'était vraiment d'être très ambitieux et d'avoir vraiment une claire définition, par exemple, du viol, qui soit la même dans tous les États membres et qui amène à peu près les mêmes jugements et la même justice. C'est pour l'instant absolument pas le cas. On sait, par exemple, qu'en France, beaucoup de cas de viol se verront assez peu punis en justice ou avec des peines très légères parce que la définition française est une définition assez indulgente, on va dire. Alors que dans les pays nordiques, aujourd'hui, on a des sanctions beaucoup plus importantes. Donc ça, c'était l'ambition première. Celle-là, on l'a ratée, puisqu'effectivement, des pays comme la France n'ont pas voulu aller vers une définition commune du viol et n'ont pas voulu véritablement bouger le droit français. Mais on a par contre un certain nombre d'avancées sur la question de l'obligation des pays à mettre en place des financements
pour l'aide aux femmes battues, l'accueil aux femmes battues, un certain nombre d'avoir des établissements pour les accueillir, etc., etc. Et on a quelques définitions communes sur les violences faites aux femmes. Et du coup, c'est la première fois, c'est une étape fondatrice et c'est ça qui est intéressant. Mais il va falloir revenir au travail sur la question parce qu'on n'est pas du tout là où on aurait voulu arriver, qui est vraiment d'avoir la possibilité que partout dans l'Union européenne, vous soyez jugé pour une violence basée sur le genre de la même manière. Alors revenons un peu sur ces réticences de plusieurs États membres, dont la France, mais pas seulement. Il y avait également l'Allemagne, on peut être un peu surpris. La Hongrie un peu moins. Donc la définition du viol par l'absence du consentement a été retirée de la proposition initiale de la Commission européenne. Pourtant, le Parlement, lui, soutenait cette démarche. C'est vraiment un refus pour dire qu'il y a 2 législateurs. Le Parlement, lui, est pour, les États membres principalement contre. Alors d'abord, pouvez-vous, avant de rentrer plus sur la polémique, parce que moi j'aimerais quand même qu'on comprenne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, comme finalement pourquoi on refuse une définition européenne du viol. Donc nous expliquer l'intérêt d'avoir une définition européenne, ce que vous avez partiellement dit tout à l'heure, et pourquoi la question du consentement ne figure pas dans le droit pénal français et pourquoi ce serait nécessaire selon vous? Alors, il y a une partie de votre question à laquelle je vais très honnêtement dire que je ne serai pas en capacité de vous répondre. Pourquoi les juges français et le monde juridique français et du coup l'État français considèrent que cette notion d'absence de consentement dans le droit pénal français n'est pas un problème et pourquoi la réponse qui a été donnée par la France durant tous ces mois, ça a été de dire on a déjà tout l'armada qu'il faut, tout est en place, il n'y a rien besoin de plus. Ça, je ne saurais pas vous répondre puisque je ne suis pas d'accord avec ça et je pense que c'est une erreur. On a quand même cette problématique assez connue. Il y avait eu cet exemple c'est un vieil exemple, mais qui serait toujours possible. Je me rappelle en Italie. D'une femme qui avait accusé quelqu'un de viol et il y avait pas mal de preuves de ce viol, mais en revanche, comme elle portait un jean, le jugement final du juge avait été un jean, ça peut pas s'enlever facilement, elle a bien voulu l'enlever, donc ça n'est pas un viol. On a plusieurs exemples comme ça dans la justice française, la justice espagnole, la justice italienne, où on avait... Il faut peut-être expliquer qu'en France, il faut une violence, c'est ça. Il faut une violence, il faut avoir obligé la victime, il faut prouver que la victime a été obligée, voilà. Et on comprend bien que c'est pas simple. On comprend bien que c'est pas simple. L'idée, ça n'est pas que demain, dès que vous aurez eu un épisode sexuel qui n'est pas satisfaisant, vous puissiez accuser l'autre de viol. Évidemment, il y a une nuance tout à fait importante entre le fait de penser que demain, toutes les femmes vont se mettre, ou d'ailleurs pas que les femmes, les personnes vont se mettre à accuser tout le monde de viol si ça devient trop facile par absence de consentement. L'absence de consentement, c'est très clairement que on peut avoir dit non, mais qu'il n'y ait pas eu de violence, mais avoir dit non à plusieurs reprises. On peut être fatigué, on peut être à moitié inconscient parce qu'on a bu, choqué, etc., oui. etc. On peut être choqué, on peut être sidéré. Et c'est des choses maintenant qui sont très établies. La psychologie montre très bien qu'effectivement, il y a des tas de circonstances où on a dit non peut-être timidement, mais pourtant, c'était un non très clair et pourtant, il n'y a pas de violence. Et puis, par exemple, effectivement, dans le cadre des viols dans le couple, c'est encore plus difficile à prouver si, effectivement, vous dites qu'il faut cette question du consentement. Donc, c'est là-dessus où il faut qu'on progresse. L'Espagne fait partie de ces pays qui a progressé. On avait une habitude un peu dans les pays du Sud de prendre ça à la légère. L'Espagne est un pays qui a fait un gros travail et qui maintenant a une définition basée sur le consentement. Depuis l'année dernière. Oui. Depuis l'année dernière. Et on voudrait que cette progression soit faite dans tous les pays. Ça n'empêche pas, encore une fois, après, au moment du procès et au moment d'établir les faits, que les nuances soient prises en compte, qu'il y ait une réflexion poussée sur ce qui s'est passé. Il ne faut absolument pas dépeindre ce fantasme que demain, ça amènerait tout le monde à être pénalisé. Ça serait en revanche le contraire qu'on attendrait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que sur le nombre immense de viols qui ont lieu partout dans le monde, mais là, on est en train de parler de l'Union européenne et notamment la France. Très, 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 très peu sont sanctionnés. On est en termes de 0,1%. Enfin, c'est vraiment des chiffres qui sont aberrants. J'ai lu le chiffre de 0,6% des plaintes qui aboutissent. Donc, c'est des chiffres qui sont aberrants et on ne progressera pas sur ces chiffres si on continue à alimenter un peu cette idée toute faite que le viol, c'est nécessairement quelque chose qui se passe avec brutalisation extrême, couteau, revolver, dans une cave. Dans des enceintes de personnes connues. Voilà, dans une cave noire, sordide. Voilà, on a une image du viol qui est très, très, très loin de la réalité. Le viol, c'est le plus souvent avec quelqu'un qu'on connaissait. C'est le plus souvent fait de manière un peu chuchotée, etc., etc. Et ça n'empêche que la
douleur est tout aussi importante et les conséquences sont aussi graves. Alors le gouvernement français a justifié son refus de la définition du viol par l'Union européenne, considérant que le droit pénal n'est pas de la compétence de l'Union européenne et que juridiquement cela posait donc un problème pour le gouvernement français. Déjà, alors, sur cet argument, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque là, on est sur vraiment la question des compétences. Est-ce qu'il y avait vraiment un problème de compétences de l'Union européenne sur ce sujet? C'est pas le seul sujet où la France utilise cet argument. Faut quand même le savoir. La France apparaît comme ça un peu comme un pays intégrateur de l'Union européenne, alors qu'en fait, c'est assez souvent un pays qui dit « Moi, mon droit, il est déjà suffisant. Moi, mes règles institutionnelles sont déjà suffisantes. Moi, mon organisation administrative est déjà suffisante. Et je ne veux pas progresser ». C'est souvent un pays qui bloque, en fait. Donc, j'ai l'habitude de cet argument. Je le connais. Ils ont bloqué régulièrement des choses dans tous les domaines, de l'énergie à l'industrie, au droit, effectivement. À un moment donné, c'est le droit pénal français. Il ne doit pas devenir de la compétence européenne. Évidemment, on n'en est pas là dans l'intégration européenne. En revanche, encore une fois, là, on est en train de parler d'un crime qu'on considère un crime trans-pays où il y avait un véritable intérêt à avoir une définition commune et du droit européen. Donc, ça se justifie. Et la France l'accepte très bien quand il s'agit du trafic d'êtres humains, quand il s'agit de drogue, quand il s'agit de terrorisme. C'est de mettre ça au même niveau, en fait. L'égalité homme-femme, si on le met sur cet aspect-là, ce qui n'est pas vraiment dans le soi, ça reste vraiment une vraie compétence de l'Union européenne. C'est l'égalité femmes-hommes, l'égalité des gens, c'est une vraie compétence européenne. Et encore une fois, la question, il y a un certain nombre de choses dans le droit pénal qui sont influencées par le droit européen parce qu'on considère que effectivement le trafic de drogue ne peut pas se gérer qu'au niveau d'un État et que du coup, ça doit avoir des règles européennes et ça doit être géré au niveau européen. Donc nous, ce qu'on demandait, c'est que cette question des violences faites aux femmes, c'est un tel fléau sociétal qu'on le mette au même niveau. Fin février, donc, le Parlement européen a approuvé un rapport annuel sur la situation de l'état de droit en Europe. Une démarche entamée donc depuis 4 ans, je crois. Chaque année, il y a un rapport qui est fait sur ce sujet. Vous, de votre côté, que retenez-vous de ce rapport ? Alors, d'abord, je vais revenir sur ce que vous venez de dire. Effectivement, ça fait 4 ans. Ça a été institué au début de ce mandat. C'est une demande qui a été faite par ce Parlement européen il y a déjà plusieurs années en arrière. Ça a été mis en place par la Commission. Et ça, c'est la première chose à retenir. C'est que c'est très important que chaque année, ce rapport sur l'état de droit existe. Pendant très longtemps, l'Union européenne, je le dis souvent, dans l'imaginaire des gens, c'est une question de monétaire, c'est une question de réglementation financière. On a l'image de la Grèce, etc. Or, le départ de l'Union européenne, c'est des valeurs et c'est notamment la question d'un espace démocratique où les droits et les libertés sont respectés, avec en plus, c'est ajouté au cours des années cette charte des droits fondamentaux, objet magnifique que les gens connaissent assez peu, qui sont que dans cette Union européenne, nous avons des droits fondamentaux qui doivent être respectés et on peut aller en justice avec. Et donc, c'était une vraie lacune qui n'est pas ce rapport. Donc que ce rapport existe, c'est extrêmement important. Il s'est amélioré au cours des années. Le premier rapport était un rapport assez léger, un petit peu gentillet. La Hongrie, il y avait beaucoup de choses à dire parce qu'on travaillait dessus, mais sur les autres pays, on n'allait pas vraiment au fond des choses. Ça reste un rapport qui est lacunaire. Souvent, les grands pays forts comme la France et l'Allemagne évitent beaucoup de critiques, ce qui reste un problème. Mais on commence à aller un peu plus profond. La Commission commence à avoir des vraies informations. Elle donne aussi des recommandations. Donc, ça, c'est la première chose à noter. Et après, c'est à noter que, évidemment, il y a des petites problématiques démocratiques ou de droits et de la liberté dans tous les pays, mais que ça s'aggrave de manière assez générale dans un certain nombre de pays, notamment la question des libertés associatives est une question où de plus en plus on criminalise les associations. Donc ça, c'est une deuxième chose à noter. Et de manière générale, on a une petite attaque générale à l'état de droit dans l'Union européenne. Et puis, on a des pays qui vont très mal. On a tendance à se rappeler beaucoup de la Hongrie. La Hongrie, c'est un pays qui est dans un statut très particulier parce qu'il y a l'article 7. Elle a encore passé un autre domaine. On ne parle même plus de démocratie en ce qui concerne la Hongrie, mais il y a des pays comme la Slovaquie ou la Grèce qui sont aujourd'hui pas dans un statut particulier, qui ne sont pas surveillés particulièrement. Et pourtant, aujourd'hui en Slovaquie et en Grèce, on craint beaucoup d'attaques contre toutes les autorités indépendantes. On va y revenir un par un. On va revenir déjà... Le premier sur la Hongrie, c'est un sujet que vous connaissez bien. La situation en Hongrie, vous avez fait adopter un rapport qualifiant le pays de régime hybride d'autocratie électorale.
La Hongrie n'est donc plus une démocratie pour vous? Ah bah pas que pour moi. On a fait voter ce rapport au Parlement européen avec une immense majorité, une encore plus grande majorité que le rapport Sargentini qui avait lancé la procédure de l'article 7 contre le gouvernement hongrois. Donc on a acquis encore au niveau de ce Parlement de la légitimité sur cette question. Ce Parlement, dans sa grande majorité, considère que effectivement la Hongrie n'est plus tout à fait une démocratie. Et puis surtout, ce rapport a été lu, commenté et accepté par la Commission et par le Conseil. C'est-à-dire que les institutions européennes, aujourd'hui, sont en accord pour dire que la Hongrie n'est plus tout à fait une démocratie. Et alors concrètement, ça veut dire quoi en quoi elle n'est plus une démocratie pour que nos auditeurs comprennent? Parce qu'en gros, il y a Viktor Orban a été élu, voilà, il parade, il semble pas être mis en difficulté dans son pays, il est réélu à chaque fois. Voilà. Donc effectivement, depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a 10 ans, il a démantelé la justice. Donc, il n'y a plus de grandes structures indépendantes au plus haut niveau de la justice. C'est comme si en France, le Conseil d'État était plus du tout indépendant, le Conseil constitutionnel n'était plus du tout indépendant et qu'il n'obéissait qu'aux ordres du président. Il a même démantelé la justice à un niveau encore inférieur. Il a complètement empêché le pluralisme des médias. Donc aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de médias indépendants en Hongrie et surtout ces médias ne sont pas lus et pas écoutés puisqu'ils n'arrivent pas à diffuser pour diverses raisons. À la fois, on enlève des fréquences de radio, on empêche la publication de certains journaux, mais surtout, on prive d'argent. Donc, il y a une asphyxie économique immense. Il n'y a plus de publicité, c'est ça Voilà, c'est ça. L'État finance de la propagande. Elle finance à travers de la publicité payée par l'État un certain nombre de journaux écrits, de télévision, de radio et de sites Internet sur lesquels il n'y a que de la désinformation. Mais quand je vous dis que c'est de la désinformation, c'est assez énorme. On dit des choses sur l'Union européenne qui sont fausses, on dit des choses sur la France qui sont fausses. Voilà, c'est plus du vrai journalisme du tout. On est assez proche de ce qui peut se passer aujourd'hui en Russie. On est dans ce domaine-là. Les conférences de presse du gouvernement n'accueillent que les journalistes propagandistes. Aujourd'hui, si vous êtes un journaliste indépendant en Hongrie, vous ne pourrez pas avoir accès à un membre du gouvernement ou au Premier ministre. Et même à un certain nombre d'autres. Bon, voilà. Donc, c'est ce genre de choses. Et puis, on a une attaque aux libertés de plus en plus importante, aux droits et aux libertés d'un certain nombre de communautés, notamment les plus discriminées, avec un exemple qui est assez connu, mais c'est important de le souligner, c'est vraiment la communauté LGBTI qui est devenue ces dernières années le bouc émissaire. Ça a longtemps été les migrants, mais comme il n'y a plus de migrants en Hongrie, parce que à force qu'ils les refusent, il n'y en a plus, il a fini par arrêter ce discours-là, qui était un discours très fantasmé, où il racontait que des flots de migrants arrivaient. Ça n'a jamais été le cas en Hongrie, mais au bout d'un moment, ça s'est vu qu'il n'y en avait plus, donc c'est depuis 3-4 ans, sa cible, c'est maintenant les personnes LGBTI. Donc, il faut savoir qu'en Hongrie, un certain nombre de livres, d'ouvrages ne sont plus vendus dans les librairies ou quand ils le sont par ces librairies, on ne va pas les trouver facilement. Ils vont être empaquetés puisqu'on considère que notamment auprès d'adolescents, si on parle auprès d'adolescents d'homosexualité, on les incite à la pédophilie. Donc, il y a une association très claire faite entre pédophilie et homosexualité. Et donc, aujourd'hui, il y a des livres très connus américains, anglais, qui sont des livres pour ados à propos de l'homosexualité qui sont en gros interdits en Hongrie. Ils ne sont pas interdits, mais comme vous les trouvez difficilement et que quand vous les prenez, ils sont empaquetés, ça revient au fait de les interdire. Et on voit toute la contradiction avec la polémique qu'il y a actuellement, avec notamment la grâce d'une personne qui avait été accusée d'avoir couvert de la pédophilie, de la vraie, cette fois-ci, et deux membres du gouvernement. La présidente a dû démissionner, la candidate pour les européennes a dû également démissionner. Et ancienne ministre de la Justice. Et ancienne ministre de la Justice. Et là, pareil, on a l'impression que ça ne le touche pas, lui. Non, pour l'instant, Viktor Orban arrive toujours à ne pas être touché. C'est la grande différence entre ce qui a pu se passer en Pologne et ce qui était le cas en Hongrie. En Pologne, c'était aussi un pays où les choses allaient très mal, mais c'était quand même un gouvernement fait de plusieurs personnes, avec d'ailleurs des alliances de partis. Ça fait très longtemps qu'en Hongrie, c'est un seul pouvoir, un pouvoir fort, un pouvoir d'un homme. C'est pour ça que je dis que c'est assez semblable à la situation poutinienne. On en est loin de là, parce qu'on n'a pas toute la violence et la brutalité qu'on peut avoir en Russie, mais sur un certain nombre d'aspects, il y a des choses qui sont très semblables et les lois sont d'inspiration poutinienne. Cette loi anti-LGBTI, elle avait existé en Russie il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une loi sur la souveraineté et la propagande qui ressemble à une loi russe d'il y a quelques années qui va empêcher en fait tout le monde de critiquer quoi que ce soit parce que vous serez considéré comme ayant atteint la souveraineté du pays dès que vous aurez émis une critique. Donc, c'est des lois qui sont d'inspiration très poutinienne. Orban, il s'en sort toujours et il s'en sort parce que il a tout mis en place pour que les gens soient ses affidés.
idée. On sait que l'argent qui venait de l'Europe pour aider des projets en Hongrie depuis des années, les marchés publics étaient faussés et c'est le gendre de Viktor Orban lui-même qui recevait ces fonds pour souvent ne pas accomplir les chantiers d'ailleurs. Et puis, il a mis en place partout, à tous les niveaux, c'est très proche. Et la société hongroise est une société où les gens sont extrêmement censurés et serviles du fait de ce système-là. Aujourd'hui, un fonctionnaire, par exemple, vote forcément Orban, et ils sont nombreux, en Hongrie, parce que sinon, il va perdre son emploi le lendemain. On est dans ce niveau-là de clientélisme. Alors, on va parler peut-être de 2 autres pays rapidement que vous avez suivis. D'abord, la Grèce. La Grèce également est un pays dont vous considérez qu'il y a des soucis en termes d'état de droit et de liberté des médias. Et un autre sujet, mais on va le mettre en même temps, la Serbie, qui est le voisin de la Hongrie, avec un dirigeant aussi un peu, on va dire, autoritaire, mais entre guillemets. Là aussi, quelle est la situation dans ces 2 pays? Qu'est-ce que vous avez constaté? D'abord pour la Grèce, qui est un pays membre, et la Serbie, qui est un pays candidat. Pour moi, la Grèce, on est en voie d'urbanisation totale. D'ailleurs, on a à peu près le même profil. C'est un Premier ministre qui s'appelle M. Mitsotakis, qui, exactement comme Viktor Orban au départ, se présente comme un Premier ministre libéral, qui va libéraliser le pays. Là, il a autorisé le mariage pour tous. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de contradictions de ce type-là. C'est un monsieur qui fait la une de journaux américains parce que c'est le nouveau bel homme, jeune ministre du centre, censé être centre droit, qui cache très bien ce qui se passe. Il a très rapidement mis en difficulté le médiateur de la République, ce qui est un poste en France, on ne connaît pas trop, c'est pas un poste très développé, mais dans beaucoup de pays, le médiateur de la République, c'est un poste très important d'autorité indépendante. Il a très vite mis en difficulté tous ceux qui s'occupaient de la protection des données, etc., toutes les autorités indépendantes. Il a criminalisé les associations de migrants énormément. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a un vrai problème aussi de migrants en Grèce. On sait que sur ces îles où ils sont parqués, ils sont surveillés constamment. Quand je dis constamment, ils sont surveillés dans les douches, etc. etc. Il y a des vidéos partout. Les migrants aujourd'hui sont les cobayes dans l'Union européenne de nouvelles technologies très dangereuses et très intrusives. On ne s'en rend pas assez compte. Il a là aussi attaqué les journalistes régulièrement. Il y a un journaliste qui est mort il y a quelques années qui a enquêté sur une affaire de corruption qui lui était liée et à d'autres membres du gouvernement. Et c'est un monsieur qui s'appelait donc Karavas, Georgios Karavas. Ce journaliste a été assassiné et depuis l'enquête piétine bizarrement et rien n'avance du tout, malgré beaucoup de pressions qui viennent de l'Union européenne et qui viennent de l'intérieur du pays, etc., etc. Je pourrais continuer comme ça. Il a mis sous lui, en tant que Premier ministre, tout ce qui est sécurité, services secrets, etc. Il a créé une unité qui s'appelle carrément une unité de propagande. On sait que beaucoup d'opposants ont été surveillés. Ils avaient le fameux logiciel Pegasus sur leur téléphone et on les surveillait. Les journalistes sont surveillés. RSF a fait descendre la Hongrie. La Grèce. Oui, RSF a fait baisser la Grèce de manière dramatique dans son son classement parce que c'est un des pays où quand vous rencontrez un journaliste, il vous dit qu'il est terrifié, qu'il a peur. Beaucoup de journalistes travaillent de manière anonyme tellement ils ont peur. C'est vraiment un pays qui, à mon avis, va très mal, où on a eu beaucoup de mal ici à faire entendre ce qui se passait parce que c'est un gouvernement de droite et qu'ils ont été énormément protégés par le plus gros groupe dans ce Parlement, exactement comme à l'époque de Orban et à la Commission aussi, puisque la droite aujourd'hui est au pouvoir dans plusieurs pays. Donc ça, c'est fort dommage parce que moi, j'ai beaucoup de considération pour beaucoup de mes collègues de droite, notamment des chrétiens démocrates luxembourgeois, belges, nordiques, etc., dont je sais qu'ils sont très attachés aux droits et aux libertés et à l'état de droit. Et je pense qu'il faudrait qu'ils aient un peu plus le courage de dire ce qui est en train de se passer en Grèce, que je suis très inquiète. Sur la Serbie, oui, pour juste faire connaître un petit peu ce qui se passe. La Serbie, c'est un pays qui est en demande d'accession depuis très longtemps, qui attend depuis 20 ans. On a loupé à un moment donné l'Union européenne des coches quand ils avaient fait des progrès et on a laissé s'installer effectivement le pouvoir là aussi d'un seul homme, un monsieur qui s'appelle Aleksandar Vučić. Là, on est vraiment plus dans une démocratie. D'ailleurs, la Serbie n'est pas reconnue comme une démocratie à un niveau international. C'est en voie de démocratisation, mais enfin, ça fait 20 ans que c'est en voie de démocratisation, donc ça commence à faire compliqué. Et c'est un pays où récemment, il y a eu à nouveau des élections. Il y a très souvent des élections parce que dès que M. Aleksandar Vučić considère qu'on ne lui obéit pas assez, il fait des nouvelles élections, donc il en fait à peu près tous les ans. Et là, il avait remis en place des nouvelles élections et on a un certain nombre de preuves par des organisations internationales qui observent les élections,
par nos propres parlementaires européens qui ont été sur place, mais aussi par des associations internes à la Serbie qui ont observé les élections. On a un certain nombre de preuves et d'éléments qui montrent que les élections ont été clairement volées. On est à un niveau qu'on pourrait un peu considérer comme dans certains pays africains, ce qu'on a pu voir ces dernières années. Donc c'est d'une très grande gravité. Là aussi, on a du mal à prendre la mesure de ce qui s'est passé. On pense que des dizaines, des centaines de gens ont été déplacés de certaines parties de la Serbie pour aller voter dans d'autres parties de la Serbie. On sait qu'il y a eu des appartements où plus de 100 personnes ont voté alors que l'appartement faisait 70 mètres carrés. Il y a eu des votes amenés de Hongrie aussi. Voilà, donc les dernières élections ont été volées. Il y a eu des grandes manifestations parce que les gens s'en sont rendus compte, qui ont été réprimées avec une certaine violence. Donc là aussi, ça pose la question de ce pays qui est en accession, auquel on donne déjà beaucoup d'argent, parce que quand les pays sont dans le processus de la fin de leur accession, ils ont beaucoup de l'argent de l'Union européenne pour développer justement leur démocratie, leur économie, etc. Et là aussi, on peut penser qu'il y a un grand détournement de l'argent pour les proches de Vučić. Donc nous, au Parlement européen, nous en sommes à demander au moins que soit regardé de plus près comment utiliser l'argent de l'Union européenne qui va là-bas et peut-être à suspendre. Je ne devrais pas dire ça, mais quand on sait que le commissaire européen en charge de la politique de voisinage et donc de l'élargissement est un Hongrois proche d'Orban, c'est vrai qu'on voit le serpent qui se mord la queue. Il y a des très grands liens entre M. Vučić et M. Orban. Et effectivement, ce M. Várhelyi, qui est le commissaire hongrois, il est aujourd'hui décrié. Ça s'est pendant longtemps, vous dites, je ne devrais pas le dire, ça s'est pendant longtemps dit de manière assez secrète. Aujourd'hui, ça se dit ouvertement. Nous avons un problème avec ce commissaire et nous le savons. Alors, on va terminer cette émission par une rubrique qui s'appelle « C'est vachement bien d'être européen ». Putain, c'est vachement bien. Nous sommes quand même tous des Européens. Mais c'est pas... Alors, Madame Delbos-Corfield, l'idée est de faire un petit peu un bilan de cette mandature, de ces 5 années au Parlement européen. Mais on va commencer d'abord par vous dire, pensez-vous que c'est vachement bien d'être européen ? Ah bah oui, moi je pense que c'est vachement bien d'être européen parce que d'abord je suis fédéraliste, je suis fille d'un Anglais et d'une Française, donc je suis européenne depuis toujours et voilà, l'avenir du jeune Hongrois m'inquiète autant que l'avenir du jeune Français. Les libertés sur son corps de la jeune Polonaise qui a vécu des choses atroces ces dernières années, c'était très difficile d'être femme en Pologne ces dernières années, m'inquiète autant que la jeune femme espagnole. Voilà, la pauvreté en Grèce m'inquiète autant que la pauvreté ailleurs et pour moi nous sommes les mêmes. Et d'ailleurs, les gens qui souvent sont allés passer du temps aux États-Unis disent, quand ils reviennent, à quel point il y a on est 2 pays occidentaux, on est 2 grands territoires occidentaux, on est 2 grands territoires avec un certain nombre de valeurs communes, etc. Et pourtant, un Américain, un Européen, c'est vraiment des cultures différentes. En revanche, si vous allez dans un autre pays de l'Europe, vous trouvez beaucoup toujours de constants en commun. Et je pense que les grands défis de ce jour, que ça soit la question du climat, qui est évidemment la plus évidente, mais aussi la question de la démocratie et la question des migrations et même des questions économiques, etc., ne se règlent qu'à l'échelle européenne aujourd'hui. Il y a des choses qu'on doit gérer au niveau local. À chaque échelle, il y a des choses importantes. Au niveau national, il reste des choses à gérer au niveau national. Mais cette échelle européenne, pour beaucoup de problèmes, c'est la meilleure des échelles. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette mandature ? Peut-être un texte, un sujet ou même autre chose, puisque vous avez débuté votre mandat il y a 5 ans déjà ? J'aurais du mal à choisir quelque chose. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est de pouvoir continuer. J'avais commencé à le faire. J'étais à la direction du Parti vert européen et j'avais commencé à beaucoup voyager et beaucoup rencontrer justement toutes ces cultures. C'est ce que j'ai continué à faire beaucoup pendant ce voyage. Je me suis énormément déplacée. Je me suis même déplacée effectivement en dehors de l'Union européenne puisque j'ai travaillé sur ces pays en accession comme la Serbie, la Turquie, etc. Ça m'a marqué. La rencontre avec les gens, la rencontre avec la société civile de tous ces pays qui travaillent en commun de plus en plus. La société civile bruxelloise, les associations bruxelloises qui relaient les problèmes des citoyens et des citoyennes de tous ces pays, que ce soit sur les questions des femmes, les questions des journalistes, la question simplement des citoyens, des libertés et des droits. Je crois que c'est les rencontres qui m'ont le plus marqué, comme souvent, et comment ça fait... Je suis encore plus convaincue que je l'étais quand je suis arrivée ici de la pertinence d'avoir des politiques publiques pour protéger ces citoyennes et ces citoyens et leurs droits et leurs libertés dans toute l'Union européenne et de continuer à le faire. Alors la campagne des Européennes n'a pas vraiment commencé, mais quelle devra être selon vous l'une des priorités et peut-être l'un des sujets de cette campagne pour le Parlement nouvellement élu ? Quelle devrait être
pour vous la priorité pour les 5 prochaines années? Voilà, alors je sais, ça aussi, c'est une question que vous adorez tout le temps, les journalistes. Donnez-moi 3 choses. Non, moi, là aussi, j'aurais du mal. La question des droits et des libertés et des valeurs, elle est essentielle. Il est possible qu'à l'automne, on ait une élection américaine qui tourne pas très bien avec l'élection d'un monsieur. C'est pas juste qu'on n'est pas en accord avec lui, c'est que c'est un monsieur dangereux qui a fait de la désinformation, qui a manipulé l'État, qui n'est plus lui aussi un démocrate, monsieur Trump. Donc c'est une grande inquiétude. On a effectivement ce qui se passe en Russie, on a la Chine. La question que cet espace européen reste un espace de droits et de valeurs est essentielle. Sinon, parfois, c'est vrai qu'on peut un peu s'inquiéter de tomber dans les dystopies qu'on peut voir dans les séries américaines pour adolescentes ou pour jeunes en tout cas, qui sont toujours un peu effrayantes. Parfois, on peut s'inquiéter de ça et ça reste cet espace, l'Union européenne, où on n'est pas assigné à résidence à la naissance, assigné à un statut social, à une couleur de peau, à un sexe, à une orientation sexuelle. Voilà, je rappelle l'importance de cette charte des droits fondamentaux qui dit que dans cet espace-là de l'Union européenne, on peut voir se développer ses libertés, ses désirs, ses ambitions, faire des choses, avoir des projets, qui qu'on soit, d'où on soit né, quel qu'on soit. Et ça reste hyper important. Et c'est en danger, ça l'a toujours été, c'est jamais gagné tout ça, mais on est certainement dans un moment un peu dangereux. Et je trouve qu'on ne rappelle pas assez combien c'est important de continuer à se battre pour ça et combien cet espace-là, il fait que nous pouvons tous tellement bien respirer. Il n'y a pas beaucoup de territoires dans le monde où on respire aussi bien que dans l'Union européenne. Mais pour des questions de précarité, pour des questions de changement climatique et aussi aujourd'hui pour des questions de montée de l'extrême droite, les menaces sont immenses. Donc il faut pouvoir conserver ses droits et libertés en attaquant la question du dérèglement climatique, en réussissant à faire barrage à l'extrême droite et à faire reculer l'extrême droite, parce qu'il n'y a aucune raison pour que dans l'Union européenne, l'extrême droite soit aussi forte. Les Européens ne sont pas racistes, ils ne sont pas homophobes, ils ne sont pas machistes. Il n'y a pas de raison que les urnes montrent ce genre de vote. C'est vraiment un désespoir du progressisme, parce que quand on fait des sondages, les Européens défendent ces droits et ces libertés européens. Et donc, défendre la beauté de cet espace-là me semble encore le plus important. Alors, merci Madame Delbos-Corfield pour votre participation à notre émission. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission européenne. Et vu que ça approche, n'oubliez pas que le 9 juin, on vote. À bientôt. Merci.